De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de nos invités Amavi Kwevi, Sewa Wilson et de notre éditorialiste Daouda Tall. Place tout de suite à notre dossier du jour. En Afrique de l'Ouest, 14 pays se sont regroupés pour financer la construction d'infrastructures électriques. Le pari de l'interconnexion semble lancé. Je vous propose de regarder ensemble ce reportage de Mokhtar Sadou Alizé et d'Emmanuel Mimono et on en parle juste après. Produire de l'électricité, c'est bien, mais l'acheminer vers tous les lieux de consommation l'est tout autant. Malgré les importantes ressources énergétiques dont dispose le continent, en Afrique subsaharienne par exemple, les problèmes d'accès à l'électricité touchent directement entre 580 et 650 millions de personnes, soit environ 70% de la population. Cette situation est due à un manque d'infrastructures, l'instabilité politique, le manque de réglementation, le surcoût à l'investissement entre autres. La quantité d'énergie produite à ce jour peine à être acheminée vers l'ensemble des pays, l'interconnexion étant un défi à relever. Environ 57% des Africains n'ont toujours pas accès à l'électricité. À l'heure actuelle, le secteur de l'énergie pâtit d'un manque d'efficacité et la pratique de tarifs inférieurs au coût freine les investissements nécessaires. Avec plus d'1 milliard d'habitants, l'Afrique est le second continent le plus peuplé après l'Asie, mais a un taux de croissance démographique estimé à 2,5% par an, soit 2 fois supérieur à celui de l'Asie. Les besoins énergétiques du continent sont eux aussi en pleine croissance. Une mutualisation des moyens, entendons moyens techniques, moyens humains, moyens financiers, permettrait à toute cette zone Afrique de l'Ouest de couvrir très largement ses besoins et même d'envisager d'exporter sa production vers d'autres horizons. La population du continent devrait atteindre 2 milliards en 2050. Aujourd'hui, les investissements annuels dans le développement des services énergétiques de base s'élèvent à moins de 10 milliards de dollars par an. À ces rythmes, jusqu'en 2030, 1 milliard de personnes n'auront toujours pas accès à l'électricité. Le nombre des exclus de ces services augmentera en Afrique subsaharienne du fait de la croissance démographique. 650 millions de personnes sans électricité, 900 millions sans moyens de cuisson durable. Pour y faire face, l'Afrique de l'Ouest, par exemple, développe en ce moment des projets d'interconnexion très ambitieux. L'emphase est aujourd'hui mise sur la réalisation des grands réseaux d'interconnexion. Et c'est dans ce cadre qu'il y a un projet qui va commencer bientôt à entrer en exécution. C'est le projet OMVG qui va couvrir une bonne partie de la zone nord de la Guinée. Il y a l'interconnexion avec le Mali et nous avons également le projet CLSG, Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone, Guinée. Le projet CLSG s'attaque à 3 contraintes majeures. Un faible accès à l'électricité estimé à 28,3% en 2010, un déficit structurel de production supérieur à 30% et une demande dont la croissance aussi entre 6 et 8% par an et enfin les coûts élevés de l'électricité. Même si la mise en place d'un système d'échange d'énergie électrique ouest-africain constitue une avancée notable, des efforts restent encore à fournir. Notre région reste caractérisée par un faible taux d'accès à l'énergie, 35 à 40% en milieu urbain, 8% en milieu rural. La consommation annuelle moyenne est de 150 kWh par tête d'habitant, l'une des plus faibles au monde. L'offre de l'électricité reste insuffisante et n'arrive toujours pas à atteindre les populations rurales les plus démunies et les plus reculées. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, ont élaboré un ensemble complet de politiques et de directives régionales pour le secteur de l'énergie. Ce dernier devrait couvrir les questions d'accès, de capacité de génération, d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique. L'objectif à l'horizon 2030 étant l'accès universel aux services énergétiques modernes, entre autres. Un pays tout seul doit mobiliser de gros moyens pour produire son électricité et en général, les coûts obtenus ne sont pas acceptables pour les populations utilisatrices. Tandis que l'avantage de mettre en relation les pays, c'est que le jour où
dans un pôle de production, on a des problèmes techniques. Eh bien, du fait de l'interconnexion de tous ces pays-là, quand un pôle est défaillant, un autre pôle d'un autre pays peut prendre le relais puisque toutes les lignes communiquent. Le taux de couverture en énergie est relativement faible, avec environ 40% en Côte d'Ivoire, l'un des plus importants de la sous-région, alors qu'en Guinée, il tourne autour de 18% et entre 10 et 15% au Niger. Cette situation nécessite plus d'investissement dans le secteur, tant au niveau des installations de production et de transport qu'au niveau du développement du réseau dans chaque pays. Nous sommes en train de boucler le financement pour la construction d'une nouvelle ligne d'interconnexion, parce que la ligne que nous exploitons actuellement, elle a été construite en 1976, elle est saturée depuis les années 2000, et nous devons construire une ligne 330 kV qui peut porter nos importations à 300 voire 500 MW. Selon les normes internationales, une seule installation de production d'électricité ne doit pas produire plus de 10% de la capacité d'un réseau. Ainsi, plus le réseau est important, plus les puissances unitaires installées des centres de production d'électricité peuvent être élevées. Pour assurer une meilleure coordination de ces chantiers, l'Afrique mise désormais sur une démarche collective basée sur la mise en valeur de toutes les ressources disponibles. Au niveau de l'Union africaine, nous avons décidé de l'énergie mixte, c'est-à-dire si l'argent que nous donne l'Union européenne, c'est pour financer l'énergie renouvelable, c'est-à-dire les barrages d'énergie solaire et éolienne, nous avons décidé que pour aller vite, parce que l'énergie renouvelable prend du temps, les barrages ça prend du temps, donc nous allons faire en même temps le mix, c'est-à-dire les pays africains peuvent par eux-mêmes financer d'autres types d'énergie, par exemple le charbon ou bien le gaz, etc. Selon des perspectives, en 2019, l'Afrique de l'Ouest pourrait ne plus connaître de déficit d'énergie. En effet, les pays membres du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain ont décidé d'investir 600 millions de dollars dans le projet Northcore. Ce dernier va permettre de renforcer l'interconnexion des réseaux nationaux. Il vise à toucher 25 millions de personnes avec 60 000 ménages de plus. Les émissions de gaz à effet de serre se situeront ainsi à 0,02 kilotonnes CO2 équivalent par année. Monsieur Wilson, une première réaction après le visionnage de ce reportage? C'est déjà que l'initiative est très belle, hein. L'initiative de ce que moi j'appelle l'OAP, c'est-à-dire l'West African Power Pool, c'est de permettre en tout cas à des pays tels que la Côte d'Ivoire de pouvoir fournir de l'électricité au Togo, au Mali, comme elle le fait déjà, et de permettre aussi de pouvoir utiliser ce qu'on appelle le mix énergétique, c'est-à-dire les barrages hydroélectriques et aussi l'énergie solaire. Ce n'est vraiment que par ce moyen-là que l'Afrique pourra, que l'énergie en tout cas électrique pourra arriver en termes de support à l'économie africaine. Monsieur Kouavi, quelle appréciation faites-vous de ce projet d'interconnexion initié par les États ouest-africains? Je vais dans le même sens que Sewa Wilson qui dit que c'est une belle initiative et donc on ne peut que l'encourager. D'autant que s'il est encore besoin de le rappeler, l'énergie c'est l'économie, c'est le principal support de l'économie et sans l'économie il ne peut y avoir un développement véritable. Donc on peut dire que l'Afrique a eu tort de dormir en quelque sorte pendant trop longtemps sur ce sujet. Donc maintenant il y a une sorte de sursaut, de réveil, on ne peut qu'apprécier et féliciter cela. À partir de ce moment, j'ai aussi envie de dire que pourtant la prise de conscience n'est pas récente, puisque c'est en 1999 que le système d'échange d'énergie électrique ouest-africain a été mis en place. Et le siège se trouve au Bénin et puis d'autres infrastructures, d'autres institutions relevant de ce système se trouvent l'une au Cap-Vert et l'autre encore dans un autre pays. Donc la prise de conscience était là. L'infrastructure a été mise en place. Mais pourquoi ne pas se mobiliser? Pourquoi laisse-t-on le temps passer et laisser les populations sans accès à l'électricité avec toutes les conséquences parfois dévastatrices que cela emporte? Ça a pris du temps, mais maintenant les choses commencent à avancer. Daouda, c'est quoi concrètement l'avantage de l'interconnexion électrique?
Bon, il y a plusieurs avantages. Que l'interconnexion électrique permet de mutualiser les moyens, c'est-à-dire que si, par exemple, imaginons la zone Afrique de l'Ouest, puisqu'on est sur l'Afrique de l'Ouest, s'il y avait de bonnes lignes d'interconnexion électrique, ça pourrait permettre à un pays comme le Mali, par exemple, d'importer de l'électricité depuis le Sénégal ou depuis la Guinée et vice-versa. Donc, les pays qui manquent d'électricité parce qu'il n'y a pas une production locale suffisante, peuvent très bien, via ces lignes d'interconnexion, importer de l'électricité depuis d'autres pays de la CEDEAO. Et en ça, c'est une bonne chose. Donc, il y a aussi l'avantage de l'assistance. Vous avez un problème lié à l'énergie, à l'électricité dans un pays. Bon, les lignes d'interconnexion vont avec l'expertise qui va avec. Et donc, des interventions sont possibles. L'aide mutuelle entre pays dans la gestion du réseau électrique. Ça aussi, c'est un avantage. Et je pense aussi que on peut aussi imaginer, par exemple, des avantages liés au coût, bien entendu. Bon, plus les réseaux électriques sont interconnectés, davantage on peut baisser les coûts, vu qu'on réalise des économies d'échelle. Également, bon, là on n'en est pas là, mais on peut arriver à un moment donné, grâce aux lignes à l'interconnexion électrique, à stimuler la croissance, pardon, pas la croissance, mais oui, la croissance aussi, puisque c'est plus d'énergie. Mais ce que je voulais dire par là précisément, c'est stimuler la concurrence. Je prends rapidement l'exemple européen. L'Union européenne a une commission de régulation, etc. Il y a un certain nombre de directives qui sont mises en place. Par exemple, la France, pour citer cet exemple-là, est interconnectée avec 5 ou 6 pays en Europe, l'Allemagne, l'Espagne, la Suisse, etc., de manière à ce que quand il y a un besoin, il y a une baisse de la production ou on pique au niveau de la consommation, la France peut tirer de l'énergie ailleurs. Bon, on peut imaginer un pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire aussi arriver à cela. Vous avez un autre avantage, c'est-à-dire qu'on peut aussi acheter, par exemple, l'Algérie qui produit du gaz et qui vend en Europe aurait pu très bien vendre ce gaz-là dans les pays d'Afrique subsaharienne de manière à baisser les coûts. L'Europe achète bien du gaz au Qatar, à l'Algérie, à la Russie. Tout ça est transporté par l'interconnexion, donc c'est de nombreux avantages. Et l'interconnexion, Monsieur Wilson, aura aussi forcément des retombées sur l'économie, les économies des États concernés, mais également sur les conditions de vie des populations. Oui, sur les conditions de vie des populations, oui, parce que lorsque vous investissez davantage, en tout cas sur les réseaux électriques, ça permettra en tout cas aux PME, sinon aux TPI, de pouvoir donc voilà, s'installer sur les secteurs où ils n'avaient pas accès à l'énergie. Après, la croissance, ça dépend en tout cas du type de réseau que l'on installe. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que beaucoup d'États africains misent sur les énergies renouvelables. Ce qu'on doit savoir, c'est que les énergies renouvelables, par exemple, sont des énergies que de consommation et non pas des énergies de production. Alors que là, en insistant sur l'interconnexion, ça permettra, comme le disait Daouda, à des pays tels que le Sénégal de fournir de l'électricité dans des régions reculées du Mali et donc dans ces régions-là de permettre la naissance, la floraison des micro-entreprises industrielles et non pas... voilà. Monsieur Kouevi, pourquoi les autres espaces, les autres sous-régions ne prennent-elles pas exemple finalement sur ce qui se fait actuellement en Afrique de l'Ouest? Vous voulez dire les espaces sous-régionaux, non hors ouest africain? Justement. Ben, pourquoi? Est-ce que ce n'est pas le même problème, une sorte d'attentisme, une manière de remettre à plus tard ce que l'on sait urgent, etc. En fait, moi, je m'inscris en faux contre le fait que ce sont les moyens qui manquent. Les moyens sont là. Il suffit de savoir les recycler dans de bons projets, et notamment la production et le transport, la mise à disposition d'énergie électrique, cela doit constituer un projet prioritaire, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou ailleurs. Parce que c'est ça qui va permettre l'émergence des usines, des entreprises et tout, des opérateurs, des initiatives et nombreuses et variées pourraient être prises dès lors que l'électricité sera mise à la disposition des gens. Et c'est ça qui va enclencher le développement
développement économique. Moi, j'insiste là-dessus. Les investissements, il faut aller les chercher. Et on va bien chercher des investissements. On prête de l'argent, on emprunte de l'argent pour ci, pour ça. On peut emprunter aussi pour produire l'électricité, pour la distribuer et maîtriser le réseau d'interconnexion qui se met en place. Et voilà, c'est pour moi très, très, très important. Et je voudrais dire que pour quelqu'un comme moi qui va souvent en Afrique, c'est un peu déprimant de constater qu'il y a trop de coupures électriques, ce qu'on appelle là-bas le délestage. Mais ça cause des dommages énormes, y compris du point de vue de santé. Vous imaginez les poulets surgelés, congelés, qui sont dans le congélateur et sans électricité. Et bien voilà, après on remet l'électricité, les aliments se recongèlent et puis on distribue ça. Et tout le monde sait que cela est source est facteur de maladies, etc. Effectivement. Merci, Monsieur Kouevi. Voici un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. Le voile est enfin levé sur la composition du nouveau gouvernement bissau-guinéen. On compte au total 24 ministres et 13 secrétaires d'État. Et puis l'enquête sur l'attentat contre une église copte du Caire en Égypte avance à grands pas. L'auteur présumé aurait été identifié. Nous allons à présent marquer une nouvelle pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa News Roma. Tout de suite.